des Montérégiens. Et donc, avant de vous présenter nos commissaires, on a avec nous deux représentantes du ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, Mme Mélanie Gaudreau, qui est avec nous, Mme Agathe Stévenin. Et donc voilà, ils vont vous accompagner si on a des questions un peu plus spécifiques. Et donc, sachez qu'on aura une autre consultation qui va se tenir la semaine prochaine, le 28 janvier, à Belleuil. Et comme vous le savez, c'est une étape clé dans tout ce processus qui pourrait conduire à l'octroi du statut de paysage humanisé pour les collines montérégiennes, un territoire d'une grande richesse naturelle et culturelle auquel nous sommes tous et toutes profondément attachés. Alors, avant de passer la parole au président de la commission, je vais vous présenter l'ensemble des commissaires qui sont avec nous ce soir. Alors, M. Marc-André Guertin, qui est vice-président et maire de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Mme Anne Barabé, qui est membre du conseil de la ville de Boucherville. Mme Virginie Journeau, qui est membre du conseil de la ville de Montréal. Monsieur Pierre Lessard-Blais, qui est membre du conseil de la ville de Montréal et maire de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. On attend Monsieur Traversy de la ville de Terrebonne, c'est un peu plus loin, donc voilà, il devrait nous rejoindre. Et enfin, je laisse la parole à Monsieur Alexandre Marnet, qui est président de la Commission de l'Environnement et qui est aussi membre à la ville de la Halle. À vous la parole. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Mme Copti, pour l'introduction. Bienvenue à cette première séance publique d'audition des mémoires dans le cadre de la consultation publique sur le paysage humanisé des Montérégiennes. Donc, une étape significative, je suis bien d'accord, parce que ce soir, on est là pour vous entendre une variété de points de vue, d'expériences de la part de celles et ceux qui sont touchés par le projet. Et vos contributions, elles jouent un rôle clé dans l'évolution du projet en nous aidant à mieux comprendre les attentes des communautés qui sont concernées. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre engagement, votre présence, qui va faire progresser le projet vers des solutions durables. Merci d'être là et je vous souhaite une très belle séance. Merci beaucoup, M. Hartley. Et avant de commencer à vous entendre, je laisserai la parole à Mme Laurence Madone-Bellumeur, qui est urbaniste et chargée de projet de la CMM pour le paysage humanisé et qui va nous présenter les grandes lignes de cet important projet pour la région. Alors, à toi la parole. Merci. Bonsoir. On débute la séance avec un résumé du projet ici pour nous aider à mieux comprendre les mémoires qui seront auditées ce soir. Donc, ça va aller mieux avec le petit cliqueur. Hein? Je l'ai vu d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un plan B ou est-ce que je peux faire? Je vais commencer sans PowerPoint dans ce cas-là. Donc, pour vous introduire au projet ce soir, je vais vous parler des Montérégiennes à CMM. Je vais enchaîner en expliquant comment le territoire visé par le projet est habité. Je vais poursuivre avec la définition du statut de paysage humanisé avant de parler des travaux en cours avec la demande de reconnaissance qui fait présentement l'objet de la consultation. Je vais terminer en expliquant les étapes du projet. Donc, les Montérégiennes forment un ensemble de 10 collines. Elles s'étendent sur une distance de 245 km entre Oka et Mégantic. Elles sont aussi situées dans la partie la plus densément peuplée du Québec. De ces 10 collines montérégiennes-là, il y en a 5 sur le territoire de la CMM. Elles sont toutes visées par le projet de paysage humanisé dont on parle ce soir. Donc, on parle des collines d'Oka, du Mont-Royal, du Mont-Saint-Hilaire et de la partie CMM du Mont-Rougemont. Ces 5 collines montérégiennes de la CMM comprennent un patrimoine naturel qui est aussi riche que fragile. Quand on parle de richesse de patrimoine naturel, on pense à leur écosystème diversifié, à leur rapport à la connectivité des lieux naturels ou à des services qu'elles rendent, comme la filtration d'eau, la migration de la qualité de l'air, par exemple. Par contre, même si ce patrimoine naturel-là est remarquable, il est quand même vulnérable vu sa fragilité face à certaines pressions qu'il subit. Ah, vous allez pouvoir me rattraper. Donc, je disais,
que le patrimoine subit certaines pressions. Dans le cas de la demande de reconnaissance, on a documenté ces pressions-là. Donc, il est question de pression pour le développement, de manifestations de visions différentes dans la situation du territoire, d'impact des activités récréatives et touristiques, d'exploitation non durable de ressources, de prolifération d'espèces envahissantes, de dégradation et de fragmentation du naturel, de besoin de résilience face au changement climatique, puis finalement, de vulnérabilité des patrimoines, par exemple, patrimoine paysager et agricole. Donc, suivant ces explications-là, vous comprendrez ce qui motive le projet, c'est le caractère remarquable positif des Montérégiennes qui est conjugué au présent. Fait que je vous introduis au fait que les Montérégiennes sont un réservoir de biodiversité important dans le Grand Montréal, mais les Montérégiennes sont bien plus que ça. Il y a une même origine géologique qui est rare à l'échelle mondiale. C'est les seules variations topographiques qu'on observe dans la plaine où se situe la CNM. Ça en fait des marqueurs paysagers emblématiques. Il y a aussi un lien d'attachement qui est fort entre la population et les Montérégiennes. Ça s'observe avec l'historique du développement, mais aussi avec le toponymie, par exemple. Deuxième motif de protection des collines, on a l'objectif de protéger 30% du territoire pour 2030. C'est un objectif qui est international, mais qui est aussi adopté à l'échelle métropolitaine. C'est un bon outil pour contribuer à ça. Maintenant, quiconque est déjà allé sur les collines depuis le sait que quand on parle de Montérégiennes, on ne parle pas nécessairement de milieux naturels qui sont vierges. Les Montérégiennes comprennent les naturels et semi-naturels qui sont habités. Donc, nos analyses du territoire ont montré que les composantes naturelles et les usages récréatifs ou agricoles sont les plus représentés dans le périmètre visé par le projet. En image, là, si on résume l'analyse, quand on parle des Montérégiennes, on parle d'une urbanité dynamique au pourtour des collines, d'espaces naturels, de ressourcement de grande qualité, de valeurs économiques importantes, des activités associées à la nature aussi. Pour la pérennité et la vitalité de ces activités prédominantes là, sur les Montérégiennes, c'est-à-dire les activités agricoles et touristiques, la santé des naturels importe. Donc, ça m'amène à vous parler du projet qui est en cours de développement, le paysage humanisé. Je fais un petit tour explicatif pour vous expliquer c'est quoi le statut de paysage humanisé avant qu'on entre dans le vif du sujet. Le paysage humanisé, ça se retrouve dans la catégorie la plus flexible d'air protégé de l'Union internationale pour la conservation de la nature. C'est une catégorie d'air protégé avec laquelle on n'est pas habitué de travailler au Québec, par contre. Elle est surtout l'équilibre des activités dans le milieu naturel qui sont habités. On est assez loin de la forme de protection plus traditionnelle, petite cloche de verre, par exemple, dans une réserve naturelle. Ici, l'objectif, c'est de tendre vers la durabilité. Ce qui est à retenir, c'est surtout qu'avec ce type d'air protégé-là, plutôt que de protéger un écosystème en laissant à l'écart, ici, on veut préserver la biodiversité en assurant un équilibre dans les naturels qui sont habités. Donc, le fait que le paysage humanisé, c'est une petite protection qui vise les natures habitées, ça le rend particulièrement adapté au contexte des Montérégiennes. C'est un statut aussi qui permet la poursuite des activités, en plus de nous engager conjointement vers une transition qui engage dans des pratiques plus durables, plus exemplaires. Donc ici, on peut dire une démarche d'amélioration continue avec ce statut. Donc maintenant, je vous introduis à ce qu'est un paysage humanisé. Je passe au contenu de la demande de reconnaissance en cours d'élaboration. Ça, c'est le document qui est à déposer pour lancer officiellement la démarche auprès du ministère de l'Environnement. L'énoncé de vision qu'on a développé au travers de ce document-là visait surtout à actualiser nos ambitions de conservation. L'énoncé traite maintenant de préoccupations plus contemporaines comme le maintien des services écologiques, le besoin de vigilance face au changement climatique, la responsabilité partagée quand on parle de conservation, mais aussi des caractères patrimoniaux plus distinctifs de chaque colline qu'on va faire ressortir avec le projet. Pour concrétiser cette vision-là, on a articulé le projet sous 4 grandes orientations. La première vise à reconnaître, protéger et mettre en valeur la biodiversité. La deuxième concerne plutôt les activités agricoles, donc on parle de contribuer à leur pérennité, leur valorisation et leur dynamisme. La troisième concerne les patrimoines autres que naturels, donc culturels, paysagers et bâtis. Donc on vise aussi leur reconnaissance, leur protection et leur mise en valeur. Puis la quatrième orientation vise à consolider les activités récréatives dans le respect de la capacité du port des milieux naturels. Je souligne aussi que la priorité sous-jacente du projet, c'est la protection de la biodiversité, malgré qu'il y ait 4 grandes orientations. Sinon, plus concrètement, pour les propriétaires qui se trouveraient éventuellement dans le périmètre du projet, ça signifierait évidemment qu'ils gardent la pleine jouissance de leur droit de propriété dans le respect des lois et règlements en vigueur. Aussi, il y aurait la possibilité de s'exprimer sur le projet
par le biais de 2 processus consultatifs. Le premier est en cours ce soir, le second serait lié au plan de conservation. En ce moment, on consulte sur l'intérêt du projet, sur la grande vision, les énoncés, puis éventuellement, on consultera sur le plan de conservation, sur les effets du projet. Sinon, à terme, la Ville resterait le guichet unique en cas de demande de permis ou d'analyse de conformité avec ce projet-là aussi. Les citoyens n'auraient pas à intervenir avec le ministère de l'Environnement, il n'y aurait pas de formulaire d'autorisation ou de déclaration à produire là, avec le statut. La dernière avantage pour nous, c'est qu'ils pourraient bénéficier de mesures de soutien et d'accompagnement pour des mesures de conservation qui seraient inscrites au plan de conservation. Donc, l'intérêt du projet réside vraiment là-dedans. Donc, on passe maintenant à l'explication des étapes du projet puis à la consultation qui est en cours. À court terme, le projet devra franchir plusieurs étapes. On est présentement à l'étape où on consulte sur l'intérêt du projet. Ensuite, on va produire un rapport de consultation, amender la demande de reconnaissance en conséquence, puis la déposer au ministère de l'Environnement. Sur réception d'un avis d'admissibilité favorable du gouvernement, on ira ensuite détailler le projet avec un plan de conservation qui sera co-créé. On souhaitera aussi là, ramener le projet en consultation publique, comme j'expliquais, pour consulter sur les mesures, sur les effets du projet avec le plan de conservation. Ceci étant dit, je vous ramène à l'étape de consultation qui est en cours. Notre plateforme consultative a été ouverte pendant 5 semaines, du 25 octobre au 29 novembre 2024. Il y avait du matériel informationnel complet qui était disponible. C'était possible de lire la documentation, assister à une séance d'information, répondre à un sondage ou déposer un mémoire. Puis on a eu 678 répondants au sondage, puis 26 mémoires ont été déposées. 17 de ces 26 mémoires-là seront auditées par la Commission de l'Environnement et de la Transition écologique, la CNM, puis il y en a 7 qu'on entendra ce soir. Donc, c'est ce qui clôt le résumé du projet, puis la démarche en cours. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Laurence. On en sait déjà plus, vous en saviez déjà pas mal, je pense, si vous êtes ici ce soir. Alors, on a reçu, donc, c'est ça, 26 mémoires dans le cadre des consultations. Et ce soir, on va avoir le plaisir d'entendre 6 organisations qui vont nous partager leurs conclusions et leurs recommandations. Alors, je vous explique un peu le déroulement des séances. On a 10 minutes en tout par groupe et on vous invite à être le plus concis possible. Les commissaires ont tout lu, tout analysé, on a dans certains cas des questions déjà. Alors, plus on a la période d'échange, plus on va pouvoir creuser. Donc, on vous invite à garder au maximum 8 minutes de présentation pour avoir 2 minutes d'échange. Mais si vous pouvez le faire plus court que ça, en sachant que tout le monde a lu les mémoires et analysé, on va avoir plus d'échanges. Et pour vous aider à garder le temps, nous avons un super dispositif lumineux et un décompte. Alors, quand la lumière est jaune, c'est qu'il reste 2 minutes. Et donc voilà, tenez-vous-le pour dit. Et dans les autres détails logistiques, on a 2 tables pour les organisations. Donc, on invite les 2 premières organisations à s'installer et puis pendant que l'une présente, l'autre se prépare et ainsi de suite pour le reste de la soirée. Et par souci de fluidité, on vous demanderait de n'avoir que 2 personnes par table. Aussi, souriez, vous êtes filmés. Alors, la séance sera entièrement diffusée sur le YouTube de la CMM dès demain matin. Alors, ça va rester dans les annales. Et enfin, une fois toutes les présentations terminées, en fonction du temps qu'on va avoir à notre disposition, et je pense qu'on va en avoir, donc on se garde une période de 15 minutes pour des questions qui pourraient émaner de la salle. À ce moment-là, on vous invitera aussi à vous avancer et on aura le temps d'y répondre et peut-être aussi avec l'équipe de la CNM et peut-être aussi certaines personnes du ministère. Alors, merci à tous et à toutes pour votre collaboration. Et sans plus tarder, nous allons passer au premier groupe. Alors, on débute ce soir avec les Amis de la montagne. Et le deuxième groupe à présenter sera le Conseil régional de l'environnement de Montréal. Alors, vous pouvez prendre place. Et donc, je rappelle, 10 minutes en tout. Et la lumière jaune s'allume quand vous n'avez que 2 minutes devant vous. Et donc, la rapidité, la concision, sachant qu'on est déjà bien au courant des contenus.
Merci beaucoup. Quand vous êtes prêts, vous me le dites parce que c'est moi qui contrôle le décompte. Est-ce que ça va? Oui. Parfait. Alors, je passe. Il faut appuyer sur le... Oui, bonjour. L'ami de la montagne vous remercie de leur accorder quelques minutes. Mon nom est Marie-Odile Trépanier. Je suis bénévole aux Amis de la montagne, coprésidente du comité aménagement concertation. Mais j'ai déjà été jadis professeur à l'école d'urbanisme et de paysage de l'Université de Montréal. Je suis accompagnée de Jérôme Bernier-Brion, docteur en sciences de l'environnement et chef du département de recherche et développement conservation aux Amis de la montagne. Au d'emblée, si vous avez lu, les Amis de la montagne sont en faveur d'un tel statut de paysage humanisé pour les montérégiennes. Ce serait une avancée majeure pour le sud du Québec, autant du point de vue des paysages emblématiques et patrimoniaux que de celui de la biodiversité. Et sur ce plan, nous saluons l'initiative et le leadership de la CMM. Excusez-moi là. Non, c'est dans l'autre sens. Bon, un tel statut ne peut exclure le Mont-Royal. Puis c'est de ça qu'on parle. Le Mont-Royal est une composante géologique et historique incontournable des montérégiennes. Mais chaque colline a ses particularités. Dans notre cas, quel serait le bénéfice pour le Mont-Royal, puisqu'il dispose déjà d'un statut de site patrimonial déclaré depuis 2005? C'est sûr que ce statut reconnaît l'importance du paysage culturel, emblématique et identitaire pour le Mont-Royal, mais il ne traite pas de la biodiversité. Et pourtant, le Mont-Royal, c'est un noyau de biodiversité précieux pour l'agglomération de Montréal et ses 2 millions d'habitants. Mais son réseau écologique a été reconnu dans les plans antérieurs, mais il demande une attention accrue, notamment parce qu'il a été fragilisé par les aléas climatiques, ainsi que par la surfréquentation, ou peut-être des fois on devrait dire la malfréquentation, parce qu'il y en a qui sautent les clôtures alors qu'ils ne devraient pas. Le Mont-Royal est aussi situé au cœur d'un tissu urbain extrêmement dense, extrêmement populeux, donc il est très vulnérable aux pressions du développement urbain. Le statut de paysage humanisé pour les montérégiennes renforcerait la prise en compte des composantes écologiques de la montagne, tout en facilitant la connectivité avec les autres montérégiennes, ainsi que la collaboration avec l'ensemble des municipalités et organismes qui y sont impliqués. C'est également une occasion de partage, de connaissances entre les membres de la coalition des montérégiennes, par exemple des visites de terrain de chacune des collines et la présentation de leur force, de leur expérience. Et par ailleurs, ce statut, on l'a mentionné tout à l'heure, permettrait de reconnaître des portions importantes de la montagne parmi les 30% d'aires protégées visées par la communauté métropolitaine. En tant que membre actif de la coalition des montérégiennes, les amis ont commencé à travailler sur un plan de conservation pour Je vous invite à ouvrir votre micro devant vous. Voilà. Voilà. Parfait. En tant que membre actif de la coalition des montérégiennes, les amis ont commencé à travailler sur un plan de conservation pour l'ensemble du réseau écologique du Mont-Royal.
en concertation avec les deux villes et les institutions établies sur la montagne. L'originalité de ce plan est qu'il vise des terrains à l'extérieur des parcs Tiohtià:ke, et Mont-Royal à travers une démarche collective. Nous collaborons avec les différents gestionnaires du réseau écologique. Nos recommandations visent principalement la délimitation du territoire, les usages et la gouvernance. En ce qui a trait à la délimitation du territoire, nous demandons à la CMM de considérer l'ensemble des milieux naturels dans le réseau écologique du Mont-Royal et même une part élargie de son assise géologique, minimalement de s'assurer que soit inclus en particulier le sommet Westmount, tous les cimetières, l'oratoire Saint-Joseph et sa réserve naturelle, tout le campus montagne de l'Université de Montréal, tout le site de l'ancien hôpital Royal Victoria et tous les parcs et autres composantes du réseau écologique de la montagne. Sur la base de l'assise géologique élargie vers l'ouest, pourrait-on par exemple inclure aussi les territoires de Villa-Maria qui représentent 22 hectares. Pour les usages, nous demandons que la PPHM reconnaisse davantage la part des institutions à la mise en valeur du Mont-Royal, les institutions vouées au sacré, à la santé et au savoir. Et pour les processus et la gouvernance, cette reconnaissance du gouvernement québécois est importante pour l'ensemble des Montérégiennes. Elle peut aider à relever des défis de concertation entre toutes les instances régionales et municipales, ainsi que les organisations intéressées, dont la Coalition des Montérégiennes. Merci beaucoup. Alors, vous avez fait ça rapidement, c'est parfait. Vous donnez l'exemple d'abord et autres pour ceux qui vont suivre. J'aimerais commencer par une première question. Vous avez parlé du plan de conservation du Mont-Royal que les amis ont fait. Comment est-ce que vous voyez la complémentarité avec le projet de paysage humanisé? Mais on a parlé déjà de la biodiversité qui était importante au niveau des parcs du Mont-Royal, mais on reconnaît peut-être un petit peu moins la biodiversité aussi importante qui peut se retrouver sur les différents territoires institutionnels. Donc, certains laboratoires ont même montré qu'il y avait certaines espèces à statut menacé qui pouvaient s'y trouver, comme la couleur brune, le podophile pelleté ou le pilu de l'Est. Le plan de conservation du réseau écologique du Mont-Royal vise à renforcer la résilience des milieux forestiers humides et ouverts qui composent le site patrimonial. L'objectif est de favoriser la biodiversité et d'améliorer la connectivité écologique tout en adoptant une approche de développement durable et de transition écologique. Ce plan repose sur une démarche collaborative fondée sur la mutualisation des savoirs et la concertation des efforts au sein de la communauté métropolitaine montréalaise. Le plan se divise en 4 grands volets, soit la concertation, la sensibilisation, la recherche et le développement et l'intendance environnementale. Une grande particularité de ce plan est la volonté des amis à vouloir collaborer avec les différents gestionnaires du territoire à la mise en place d'actions de conservation à l'extérieur des parcs. Les amis ont toujours entretenu des relations cordiales avec ses voisins territoriaux, les inviter sur une base volontaire à faire front commun contre différentes pressions nécessaires si on veut aspirer à conserver l'intégrité des milieux naturels sur ce site emblématique. Le plan de conservation se veut également un outil de partage de connaissances dans lequel, à travers la concertation, notamment à travers la recherche, il facilitera l'échange d'informations entre les acteurs locaux et les organismes partenaires, en particulier ceux membres de la Coalition des Montérégiennes. Cette approche collaborative permettra de mieux mettre en place des potentielles actions d'intendance environnementale, de coordonner les efforts de conservation et de garantir une gestion harmonieuse et durable du réseau écologique du Mont-Royal. Parfait. Si j'entends donc complémentarité. Exactement. Parfait, merci. Est-ce que j'ai des collègues qui ont des questions pour les amis davantage? Merci. Donc, vous avez parlé de sous-fréquentation, aussi mal-fréquentation. J'ai mis ça le petit lapsus. Vous n'êtes pas les seuls qui témoignent de ça, la popularité au sein des parcs. J'imagine que le Mont-Royal est quand même très beau par son point en plein centre-ville de Montréal. Donc, est-ce que dans ce plan-là, justement, c'est pas déjà des initiatives à mettre en place pour éviter la sous-fréquentation, parce que ça ne va pas diminuer par soi-même? Oui, bien en fait, c'est tout ce qui est l'approche de sensibilisation. Fait que c'est déjà une approche de sensibilisation en amont pour montrer aux différents usagers l'importance des milieux naturels puis de les protéger. Aussi, peut-être mettre des recommandations par rapport à certaines actions, soit suivre des principes, par exemple des principes sans trace, pour diminuer en fait leur impact dans les milieux naturels. Aussi, éventuellement, peut-être avoir
signalisation aussi qui pourrait être intéressante, qui pourrait faciliter aussi l'usage de la montagne, considérant qu'actuellement il y a certaines limitations par rapport à son statut patrimonial et paysager concernant la signalisation, mais on voit que ça peut avoir certaines répercussions. Mais dans les dernières années, la ville a aussi mis des clôtures qui permettaient aussi de rajouter un message de sensibilisation, même peut-être un petit peu plus fort, mais c'était toujours accompagné de messages en disant que c'est des sites qui sont en végétalisation ou tel secteur, on essaie de refermer les sentiers qui sont informels pour favoriser la connectivité entre les milieux naturels. Bien, merci. Voilà ce qui s'appelle être concis, c'était très clair, merci beaucoup. Pendant que Emmanuel se prépare du Conseil régional de l'environnement de Montréal, j'inviterai les représentants de l'Union des producteurs agricoles à venir s'installer déjà à la table. J'avais oublié de l'indiquer tout à l'heure, mais pour parler, il faut ouvrir le micro. Alors, c'est le bouton qui est devant vous. Donc, on oublie hein, quand on présente des fois. Donc voilà, c'est important. Alors, je claire le temps. Et Emmanuel, c'est bon? Oh, attends, j'ai défait le timer. J'ai fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Oui? J'ai pas appuyé sur j'ai trouvé quelque chose. Non, mais c'est moi, mais j'ai pas fini. Hop, c'est parti. Donc, bonjour. Donc, Emmanuel Rodin, je suis directeur du Conseil régional de l'environnement. Merci de nous donner l'occasion de présenter en fait, les éléments clés de notre mémoire. Le CRE, instance régionale de concertation de l'environnement, mais aussi, et de plus en plus, en fait, dans une approche métropolitaine avec les autres conseils régionaux. D'ailleurs, le conseil régional de la Montérégie sera, je pense, à la prochaine audition. Expérience aussi avec le paysage humanisé, on a été impliqué dans le comité du paysage humanisé de l'île Bizarre pendant de nombreuses années. Donc on a déjà un peu expérimenté cette approche de mise en valeur du territoire. Comme les Amis de la Montagne, le Conseil régional de l'environnement est en faveur de la démarche amenée par la CNM qui en fait va venir s'ajouter aux actions de protection de la biodiversité. C'est aussi une belle reconnaissance des Montérégiennes comme un territoire emblématique au Québec, donc on a aussi un enjeu signature pour la région métropolitaine. Et on voit la démarche très porteuse en fait par l'étendue du territoire couvert et les multiples organisations qui sont déjà engagées sur chacune des Montérégiennes, mais aussi à l'échelle plus métropolitaine. Vous l'avez vu dans notre mémoire, on a 17 recommandations, mais je veux juste revenir sur 5 éléments et 5 conditions qui, pour nous, vont être facteurs de succès en fait, de la démarche. Premièrement, en fait, la nécessité et l'importance d'adopter une approche métropolitaine. Une des craintes qu'on a, c'est qu'il y ait une réflexion sur chacune des Montérégiennes, mais un manque de cohérence et de vision globale en fait, des 10 Montérégiennes, mais pour ici, pour la CMN, les 5 collines. Donc, c'est là en fait qu'est la plus-value de la démarche et le plan de conservation devra mettre en évidence vraiment cette cohésion et cette cohérence entre les collines. Entre autres via toute la question de la connectivité écologique. On en parle dans le PMAD, mais ici aussi dans le plan de conservation, dans la façon dont on va présenter le projet, la connectivité écologique. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été des analyses qui ont été menées, on a déjà beaucoup de données, mais comment ça peut vraiment transparaître dans le plan de conservation. Puis ensuite, dans l'ensemble des mesures qui vont être mises en place aux différentes échelles territoriales, donc autant à l'échelle de la CMM que des NRC, que des municipalités. Deuxième critère important, c'est en fait de se donner justement des critères clairs pour définir les périmètres. Ça a été mentionné un peu par les Amis de la Montagne, on se questionne sur certains découpages en fait, puis on a regardé plus spécifiquement le territoire du Mont-Royal, mais des cimetières qui sont considérés à moitié, il y a des boisés qui ne sont pas considérés autour de l'UDM. Donc, comment en fait ce découpage a été fait et ça va être important de bien préciser les critères et d'appliquer ces critères-là dans la perspective avant tout d'augmenter la protection de la biodiversité et de limiter la part des activités intensives qui sont considérées dans le territoire.
troisième élément, qui là aussi, je pense, va être un défi, mais qui a vraiment un potentiel de démarquer en fait la démarche de la CMM, c'est toute la question de la gouvernance partagée et participative. Le document en fait mention, mais sans vraiment aller dans le détail, sans expliquer qu'est-ce qu'on entend par cette gouvernance participative et partagée. On a un projet avec un territoire d'intervention étendu, on a un écosystème d'organisations qui sont déjà très très actives, on a la coalition des Montérégiennes. Comment maintenant on peut justement cristalliser cette mobilisation dans une gouvernance qui va vraiment être participative, à l'écoute des besoins et des préoccupations de l'ensemble des parties prenantes qui sont sur le territoire, mais aussi qui ne dédoublera pas les espaces de concertation déjà existants. Puis je prends le cas de la table de concertation du Mont-Royal qui déjà réunit un grand nombre d'acteurs qui réfléchissent à la santé des écosystèmes et à la mise en valeur du territoire. Donc on a là, je pense, un défi qui va nous demander en fait de réfléchir à des formes de gouvernance qui vont un peu sortir de la boîte et d'intégrer les différentes organisations. Au niveau de la gouvernance aussi, un élément qu'on a remarqué dans la proposition, c'est vraiment l'absence actuellement des organismes et des instances des Premières Nations. Donc là, c'est plus une question en fait, qu'on soulève, mais comment et quelle est la comment on va et on doit intégrer les organisations et les instances des Premières Nations dans toute la question de la gouvernance, dans la réflexion du territoire et aussi dans la mise en œuvre après du statut de paysage humanisé. Quatrième élément de succès, la stratégie de communication. On l'a vu dans le paysage humanisé de l'île Bizarre, c'est sûr que ça peut, en fait c'est très abstrait pour au-delà des initiés qui sont dans la salle ou ici devant, qu'est-ce qu'un paysage humanisé, qu'est-ce que ça apporte pour moi, c'est quoi les impacts, est-ce que je vais être privé de certains usages, donc il y a toute une stratégie de communication qui est amenée et à développer, qui devra vraiment être arrimée avec le plan de conservation, pour identifier en fait la plus-value de la démarche, ça a été amené dans la présentation initiale, mais aussi justement les implications que ça a et comment en fait les différentes parties prenantes, citoyennes, organisations, entreprises peuvent s'engager dans la démarche et à terme en fait même d'en faire un projet signature pour la CMM qui mobilise l'ensemble des acteurs autour de la question avant tout de la protection de la biodiversité et de la mise en valeur du territoire. Donc il y a quelque chose à développer et à attacher assez rapidement justement pour s'assurer une mobilisation et un engagement d'un grand nombre de partenaires et de parties prenantes. Cinquième élément de succès, c'est l'engagement à long terme. C'est sûr que c'est un peu un élément qu'on ramène dans toutes nos consultations, mais il y a une nécessité d'avoir un engagement du gouvernement du Québec au niveau financier pour assurer justement et donner les coups des franches à la CMM pour réaliser développer, en fait mettre en œuvre les différentes actions qui vont être inscrites dans le plan de conservation, accompagner les municipalités aussi, les MRC et les organisations sur le terrain justement dans tous les aspects, autant de concertation, de réflexion, d'accompagnement aussi des partenaires pour le changement de pratique, on peut penser aux pratiques agricoles entre autres, et tout l'aspect en fait de communication aussi qui devra être soutenu pour justement que au-delà d'un plan papier, on ait vraiment une intégration sur le long terme de la démarche. Donc, voilà, c'était les cinq conditions centrales qui se déclinent dans notre mémoire sur d'autres recommandations qui sont peut-être plus spécifiques. Mais globalement, c'est donc un projet qui a un très gros potentiel, qui doit assurer, en fait, ne pas... Ah oui, excusez. Un des éléments quand même importants, c'est que l'adoption du paysage humanisé ne doit pas non plus limiter des actions plus fortes en matière de protection de la biodiversité sur certains territoires. Donc ça doit être juste un élément qui vient s'ajouter, qui ne vient pas freiner les efforts et les élans que la CMM déploie depuis, en fait la CMM et les municipalités déploient depuis de nombreuses années et de plus en fait, d'autant plus depuis la COP qui a eu lieu à Montréal. Puis pour terminer, dans les 8 secondes qui me restent, je veux juste aussi ramener la volonté et la disponibilité du Conseil régional à collaborer avec la CMM pour la mise en œuvre du plan de conservation et les futures étapes. Merci. Merci beaucoup, très clair. Vous avez mentionné avoir participé aux démarches du paysage humanisé de l'État. Selon vous, est-ce que ça a été un succès? Si oui, quels ont été les facteurs de succès? On pourrait s'inspirer.
Je pense que le fait qu'on ait abouti à un statut de paysage humanisé, c'est un succès vu la complexité en fait, de la démarche. La démarche de concertation a tellement pu aboutir. Je pense que l'enjeu, c'est que la démarche ne doit pas s'étirer trop dans le temps. Le paysage humanisé de l'Ibizarre, c'est quelque chose qui a pris plus d'une dizaine d'années, je pense, à aboutir. Donc il y a eu du découragement et une mobilisation fluctuante. Donc là, on a un momentum avec toutes les questions de biodiversité, le PEMAD, la COP. Donc c'est plus un conseil de maintenir vraiment, de profiter de la mobilisation actuelle pour pas que ça s'essouffle, parce que sinon ça peut s'enliser. C'est ça l'apprentissage principal. Merci. Pierre. Non, M. Gardin, merci. En fait, vous avez piqué ma curiosité. Vous faites notamment référence qu'il ne faudrait pas que le paysage humanisé nous empêche notamment de viser d'autres statutaires protégés, peut-être plus contraignants et autres en fonction de la volonté des propriétaires et des partenaires. Est-ce que vous pouvez élaborer un peu sur cette idée-là? En fait, oui, c'est dans l'analyse du territoire. Je ne pointerai peut-être pas des territoires spécifiques, mais dans notre réflexion, c'était de se dire quand on va regarder le périmètre de chacune des montérégiennes, si certains territoires ont une valeur écologique haute et aucun statut actuellement, de plus aller vers un statut qui est un niveau de protection plus élevé que le niveau 5 du paysage humanisé. C'est un peu une recommandation générale de se dire qu'on va analyser le territoire, de oui, garder l'approche globale du paysage humanisé, mais se dire qu'on peut aller chercher des statuts complémentaires en collaboration avec les propriétaires. Parce qu'il faut comprendre notamment que le Mont-Saint-Bruno est déjà un parc national, le Mont-Saint-Hilaire est déjà réserve naturelle avec un statut ICN 1B, si je ne m'abuse, pour une partie. Puis, d'accord. Merci. Puis si je peux juste ajouter, c'est un peu dans cette perspective de ce que les amis disaient aussi, de bien s'assurer de comprendre les statuts existants, la complémentarité et justement où on peut aller faire des gains supplémentaires sur la biodiversité, en profiter aussi. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Alors, en attendant que l'Union des consultants agricoles s'exprime, j'inviterai aussi le regroupement éco-citoyen de Sainte-Marthe sur le lac à s'installer pour la prochaine intervention. Donc, je vous invite à votre micro exactement pour commencer. Alors, on repeat. On va. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Stéphanie Levasseur, je suis deuxième vice-présidente générale de l'Union des producteurs agricoles. Je suis productrice de pommes et on est aussi transformateur de produits artisanaux alimentaires. Donc, on distribue à travers la province du Québec. On cultive à Fredericksburg depuis 1982. C'est une ferme familiale. J'ai pris la relève de mes parents. Je suis accompagnée de Gaëlle Janvier, qui est conseillère en aménagement à la direction de recherche et politique agricole de l'Union. Donc, tout d'abord, merci de l'occasion de nous exprimer, d'exprimer nos préoccupations au sujet de la demande de reconnaissance du statut de paysage humanisé. La démarche est d'une grande importance pour nous parce qu'elle touche directement la zone agricole. Ça aura un effet direct sur le territoire et les activités agricoles métropolitaines qui s'y trouvent. Et rappelant que ceux-ci constituent en eux-mêmes un patrimoine collectif stratégique pour l'avenir alimentaire et économique de la métropole et du Québec. On ne l'avait pas mentionné dans l'introduction, mais non seulement une richesse naturelle et culturelle, mais l'agriculture fait aussi partie de ça. Donc, mon intervention ce soir va s'articuler autour de 3 messages principaux. Premièrement, nous sommes d'avis que, compte tenu de la consultation en cours pour le PEMAD, le plan métropolitain d'aménagement, la démarche actuelle sur le statut de paysage humanisé nous semble un peu prématurée. Le PEMAD qui est en cours de révision et pour lequel on est déjà venu présenter nos positions constitue un outil fondamental de la planification du Grand Montréal. Il établit des orientations claires pour répondre aux enjeux métropolitains et régionaux tels que la protection du territoire agricole, la conservation des milieux naturels et la cohabitation harmonieuse entre les différents usages dans la CNM. Le PEMAD doit chapeauter la mise en place de pratiques exemplaires permettant de répondre à des priorités collectives. Par conséquent, entreprendre la démarche de reconnaissance de paysage humanisé avant l'adoption du PEMAD
pour nous, c'est un peu placer la charrue devant les bœufs, vous excusez l'expression du cas. Pour répondre à une vision régionale structurée et à une intégration optimale des priorités collectives, la démarche relative au statut de paysage humanisé doit s'appuyer sur ce nouveau pénal qui sera adopté dans les prochains mois ou semaines. Donc, ce n'est pas une remise en question à très long terme, mais selon nous, la mise en place d'un statut officiel d'art protégé, c'est une démarche majeure, ça entraîne des répercussions à très long terme sur le territoire. Et ainsi, le chevauchement de la présente consultation avec celle sur le pénal poursuit un peu la réflexion importante qu'il y a à faire ensemble. Et on souhaiterait donc que la consultation présente soit un petit peu reportée après l'adoption du pénal. Deuxièmement, le projet devrait se recentrer sur les écosystèmes issus de l'interaction entre l'homme et la nature. Donc, ce qu'on a compris du statut de paysage humanisé tel qu'il est défini par l'Union internationale pour la conservation de la nature, c'est qu'il a un but de valoriser les écosystèmes qui sont issus de l'interaction entre l'humain et la nature. Et cet objectif fondamental est d'ailleurs réitéré par plusieurs spécialistes au Québec, qui rappellent aussi qu'une des particularités des paysages humanisés par rapport aux autres types d'aires protégées tient au fait qu'ils visent des territoires dont les qualités exceptionnelles résultent non seulement de processus naturels, mais des activités humaines et des efforts nécessaires pour le maintien de ces activités. Pourtant, la demande de reconnaissance telle que présentée pour les collines montérégiennes dévie un peu de l'objectif fondamental. Tels qu'ils sont présentés, les portraits et les paramètres de la demande se concentrent principalement sur la conservation des milieux naturels, puis c'est un peu, Laurence le mentionnait en début de présentation, que sous-jacent aux 4 objectifs que vous avez énoncés, c'est quand même cet objectif-là qui prend le dessus. Et donc, ça néglige de mettre en valeur le rôle central des activités humaines, en particulier agricoles, dans la création et le maintien de ces écosystèmes. On veut rappeler ici 3 éléments essentiels. L'activité agricole, ça ne se limite pas à l'exploitation de la terre. L'activité agricole, elle façonne le paysage, elle soutient la biodiversité, elle favorise la connectivité écologique, elle assure des services vitaux comme nourrir les citoyens et assurer la pollinisation de la gestion de l'eau. La biodiversité agricole joue aussi un rôle clé dans la biodiversité globale de la CMM et du Québec, ainsi que dans la fourniture de services écosystémiques indispensables. En 2024, Agriculture Canada rappelait d'ailleurs que les paysages agricoles du pays abritent près de 550 espèces d'oiseaux, de mammifères, de reptiles et d'amphibiens. À cela s'ajoutent d'autres groupes d'organismes tels les plantes, les invertébrés et les bactéries. D'ailleurs, un conjoint UPA-AAC, un projet conjoint d'UPA et d'Agriculture Canada, le laboratoire vivant 2020-2023, a documenté une moyenne de 30 espèces de pollinisateurs par bande riveraine sur les entreprises agricoles qui ont participé. Il faut aussi rappeler que plus des 2 tiers de la superficie qui est incluse dans le projet de territoire humanisé de CMM est située dans la zone agricole. Les activités agricoles et forestières qui s'y déroulent sont au cœur de l'identité et de la vocation des collines montérégiennes. Et pour répondre adéquatement aux objectifs de statut de paysage humanisé, la demande doit miser sur les écosystèmes issus de l'interaction entre les activités agricoles et la nature. Notre 3e demande est la suivante. La conservation des milieux naturels ne doit pas nuire aux activités agricoles existantes et futures en zone agricole. Le projet de paysage humanisé, c'est 8533 hectares de territoire agricole protégés en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Donc, tout usage à des fins de conservation qui s'y implanterait, qui permettent ou non des activités agricoles, nécessite une analyse et une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour assurer le respect des objectifs de la loi. C'est le ministère de l'Agriculture lui-même qui nous rappelle que la zone agricole doit servir en priorité à des fins agricoles. Également, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, les fameuses OGAP qui ont été publiées dernièrement, et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme contraignent les communautés métropolitaines à poursuivre la protection, la mise en valeur et la pérennité du territoire et des activités agricoles. En ce sens, la CMM doit demeurer très vigilante afin d'éviter que ce statut ne devienne un véhicule de conversion des terres agricoles en zones tampons de conservation ou en espaces destinés à des usages non agricoles comme la conservation.
La CMM doit répondre à ses objectifs de conservation tout en garantissant la pérennité des activités agricoles dans la zone agricole sur son territoire. Cet équilibre nécessite un habile exercice de conciliation et de concertation qui s'annonce par une identification rigoureuse des sites ayant une grande valeur écologique régionale et des moyens de conservation nécessaires, ainsi qu'une planification visant à les prioriser. Lorsque la conservation en zone agricole est justifiée, les mesures retenues doivent être strictement limitées à la superficie réelle des milieux d'intérêt, tout en veillant à ne pas compromettre le développement actuel et futur des activités agricoles, des producteurs concernés et de leurs familles et de leurs relèves. Le projet de paysage humanisé doit privilégier une réflexion approfondie visant à évaluer les mesures de conservation proposées par rapport à leur compatibilité avec les activités agricoles, et ce, sans nuire à la viabilité et à la vitalité des entreprises agricoles. Lorsqu'ils sont mal planifiés ou mal gérés, des projets de conservation peuvent poser de nombreux enjeux pour les activités agricoles. Par exemple, des inondations engendrées par le non-entretien des coteaux, la prolifération d'espèces nuisibles ou invasives par manque d'entretien, ou des maladies encore qui peuvent se propager aux cultures avoisinantes. Et on pense aussi à divers conflits relatifs à l'utilisation de l'eau ou à d'autres ressources. Le projet de paysage humanisé doit ainsi démontrer une reconnaissance de la part de toutes les activités agricoles et forestières en place, ainsi qu'une compréhension approfondie de ses impacts sur le territoire visé. En conclusion, le projet de paysage humanisé des collines montérégiennes est un important projet de société qui a un intérêt certain dans la reconnaissance des activités agricoles existantes et futures dans une démarche de conservation dans la CMM. Il doit toutefois être abordé avec la plus grande rigueur en valorisant la présence importante de terres et d'activités agricoles sur plus des 2/3 de sa superficie. Pour ce faire, la CMM doit s'assurer que les ressources agricoles qui définissent le paysage, aussi bien humaines que territoriales, soient protégées avec la même rigueur et la même urgence que les milieux naturels. Nous appelons donc la CMM à mettre le projet sur pause le temps d'adopter le nouveau PEMAD et par la suite de retourner à la table à dessin pour élaborer une démarche concertée avec le milieu agricole métropolitain. Une démarche qui se souciera de préserver notre environnement tout en assurant le maintien et le développement de toutes les activités agricoles métropolitaines, ainsi que leur potentiel productif pour les générations futures. Merci beaucoup. On va se faire une petite question vite vite. Merci beaucoup d'être là. Merci d'être venu de la belle région de Frély pour répondre à la main tendue. Tout à l'heure, on a parlé de l'épizard, qui avait quand même quelques années d'expérience derrière la cravate. Est-ce que vos membres qui sont présents sur l'épizard vous ont fait part de contraintes ou de nuisances que le statut leur a apporté? On n'a pas eu tant d'écho ça parce que le projet a pris très longtemps à s'établir. Donc, ça commence tout juste vraiment à avoir un impact. Donc, peut-être que Gaëlle peut compléter. Les bizarres, je pèse. Les bizarres, c'est un projet particulier où il y a très peu de producteurs actifs, où il y a énormément de spéculation et justement, il y a une prise active de l'agriculture. Donc, c'est justement vers là qu'on ne voudrait pas tendre, justement. Donc, ça, c'est pas nécessairement un référent pour celui-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, juste avant d'entendre le regroupement éco-citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, j'inviterai le représentant de Nature Action Québec à venir s'installer. Peut-être de fermer le micro juste avant de quitter votre siège, ça va aider. Merci beaucoup. Donc, on vous écoute. Merci. Est-ce que ça... Oui. Parfait. Alors, le regroupement éco-citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a voulu profiter de cette occasion-là qui nous était offerte pour présenter un mémoire pour la reconnaissance du statut de paysage humanisé pour les collines d'Oka. Alors, le regroupement éco-citoyen, c'est je vous amène un point de vue citoyen, en fait. On est un regroupement qui a débuté, on est une OSBL, en fait, qui a été formée en 2019 suite aux inondations, plus particulièrement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On a deux grands créneaux, finalement, qui nous préoccupent beaucoup. Donc, un, c'est la protection de nos derniers milieux naturels en milieu urbain.
Et 2, la mise en place de projets collectifs solidaires, collectifs éco-responsables. Donc, qui touchent notamment l'agriculture urbaine et des projets qui vont faire en sorte, exemple, des ateliers de récupération d'objets, de petits objets, on va parler de tout ça. Je suis aussi personnellement membre de plusieurs groupes environnementaux, donc je suis très préoccupée par l'environnement. Alors, le regroupement tient à vous remercier d'abord d'avoir organisé cette consultation-là sur les paysages humanisés, qui est un pas majeur, selon nous, qui va mener à une meilleure protection du territoire et à une vitalité économique et environnementale accrue. Et aussi un projet de société qui va être porté par de nombreux intervenants dans le milieu. Et nous, ce qu'on aime utiliser en parlant de cette conservation de territoire par le paysage humanisé, ce sont des biorégions. Alors, ce qu'on trouve intéressant, c'est la formation comme ça à l'intérieur du territoire de la CMM de biorégions. Et on encourage d'ailleurs à aller dans cette direction-là compte tenu de tout ce qui se vit comme problématique au niveau environnemental. Donc, les inquiétudes majeures des citoyens, c'est beaucoup l'augmentation de la température, hein, le fameux 1,5 degré qui est le seuil critique là, qui est atteint, les situations extrêmes qui se passent un peu partout dans le monde, les feux dernièrement à Los Angeles, ce qui se passe aussi en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, avec la montée des eaux et les interventions qui doivent être faites le long de la côte. Et la crise politique qu'on vit présentement, donc, notamment avec nos voisins des États-Unis. Et ce qu'on craint, et ce qu'on voit, un élément majeur dans la création de ces biorégions, c'est justement de ramener localement et régionalement, de saisir l'opportunité de protéger notre territoire et de dynamiser, de structurer notre territoire et la vie des communautés. Je vais vous donner un exemple d'un sujet finalement chaque ville de la MRC de Montagne, ville et municipalité, possède maintenant un jardin collectif et solidaire. Il y a des jardins communautaires aussi. Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Saint-Joseph-du-Lac, Côte-Calumet, deux montagnes. On a élargi notre territoire au niveau des serres de Clara à Saint-Jérôme et potager engagé à Boisbriand. Et Saint-Eustache possède 5 jardins communautaires et on a même Kanesatake qui est autour d'une table de concertation de jardins collectifs et solidaires qu'on a créés. Et notre ambition, notre rêve, c'est à moyen terme de créer des liens entre l'agriculture urbaine et l'agriculture rurale pour justement dans le but de maximiser le phénomène de biorégion et à moyen terme, évidemment pas à court terme, mais à moyen terme, de penser, de rêver qu'on peut nourrir la population localement à l'année par la création de serres urbaines aussi, etc. Donc, c'est ce genre de base, je pense qu'on est en train de mettre en place avec la conservation du territoire par les paysages humanisés. Bien sûr, on va parler des OGAT, donc la protection des milieux naturels. On va parler des sites de conservation et de restauration, finalement, qui ont été étiquetés lors de la COP 15. On va parler de milieux à haute valeur écologique que représentent les collines d'Oka et qu'il faut protéger. On va parler d'agriculture durable aussi, la santé des sols, la santé des berges riveraines, la connectivité aussi par la santé des berges riveraines et une plus grande qualité de l'eau de nos bassins versants. Bien sûr, on est conscient que les agriculteurs, parce que là, on parle de l'agriculture durable, on sait que tantôt, ça a été très bien nommé, les préoccupations, mais nous, on croit qu'à travers la conservation du territoire par les paysages humanisés,
que les pratiques d'agriculture durable ne peuvent qu'être bonifiées, avec des défis, bien sûr, qu'on va rencontrer, mais je pense qu'il y a moyen de s'asseoir ensemble et de planifier, d'organiser tout ça. Et il y a aussi ce qu'on voit, c'est le bénéfice pour les communautés environnantes. C'est-à-dire, en ayant un noyau, une biorégion comme ça, nous, on pense que ça ne peut que se refléter autour des communautés environnantes, notamment par rapport à la préservation de nos derniers espaces verts en milieu urbain qui subissent énormément de pression par rapport au développement, et notamment aussi au territoire de Kanesatake qui fait partie des environs, finalement, de ce noyau, et qui, pour m'impliquer dans ce dossier-là au niveau de Kanesatake, ils ont vraiment besoin de toute l'aide que les alliés, que nous, on peut leur apporter, c'est-à-dire au niveau de la pollution de leur territoire et aussi du crime organisé qui représente une grave problématique sur leur territoire. Alors oui, on a certaines craintes, notamment on a des craintes par rapport à, justement, dans ce noyau-là qu'on veut créer, ces biorégions, il y a une partie qui sont des terres agricoles, et nous, on aimerait s'assurer aussi que les milieux naturels ne sont pas négligés, en tout cas l'atteinte des objectifs de conservation et de restauration qu'il ne faut pas oublier. Donc, à l'inverse un peu probablement du milieu agricole, nous, on a des craintes par rapport à la conservation des milieux naturels, comme il y a une portion qui est de terres agricoles. Mais oui, on a certaines inquiétudes, notamment aussi au niveau de l'opposition entre la crise du logement et la crise de biodiversité, de la destruction, la pression dont je vous parlais tantôt sur nos milieux naturels. On est conscient qu'il y a une crise du logement, on est conscient qu'il y a une crise de biodiversité, des changements climatiques, et on aimerait qu'on suive finalement soit construire la ville sur la ville et arrêter de développer, arrêter de détruire nos derniers milieux naturels pour construire soit des condos ou soit des écoles ou des maisons, personnes âgées, etc. Donc, on est conscient qu'il y a des défis à relever. On pense que la protection du territoire va nous aider par les paysages humanisés. Et puis, donc, en conclusion, je dirais qu'il faut être conséquent avec les orientations gouvernementales, conséquent avec les sites de conservation de la COP 15, combattre l'inertie aussi qui est reliée au changement aux 4 ans pour planifier à long terme sur 25 ans. Donc ça, c'est un très, très bon point. L'engagement local et régional envers la protection de l'environnement et l'agriculture, et obtenir aussi du financement pour certaines activités en lien avec le statut de paysage humanisé, notamment pour aider les agriculteurs justement à faire face aux nombreux défis qu'ils ont au quotidien et protéger et gérer notre milieu de vie, en fait, ensemble. Fait que voilà. En terminant, je réitère l'appui des citoyens. Les citoyens sont très concernés, très motivés finalement à faire partie de ce processus-là de conservation du territoire par les paysages humanisés. Merci beaucoup. On a très peu de temps, fait que je rebondis rapidement sur ce dernier point. Vous représentez le point de vue citoyen. Oui. Comment est-ce que vous suggérez qu'on puisse mobiliser, sensibiliser davantage les citoyens au projet? Bien, je pense que ce projet-là de paysage humanisé, de conservation du territoire par le paysage humanisé, oui, mérite énormément de sensibilisation, de concertation. Donc, je vous inviterai à multiplier finalement, à multiplier les ateliers, les rencontres pour rejoindre les citoyens. Et ça peut passer par les groupes de citoyens. On est quand même, comme je vous disais au début, je milite, nous militons dans plusieurs groupes environnementaux, donc il y a moyen de multiplier finalement les informations par rapport à ce projet-là. Merci. Un grand merci. Merci beaucoup.
Avant d'entendre Nature Action Québec, j'inviterai les représentants de SNAP Québec à venir s'installer aussi à la table. Alors, je vous rappelle que vous avez 10 minutes en tout quand vous voyez la lumière jaune, il en reste 2. Et si vous voulez qu'on ait le temps d'avoir des échanges, on vous recommande de présenter ça le plus précisément possible, c'est ça? Et les commissaires, je le rappelle, ont lu attentivement vos mémoires. Alors, messieurs, à vous la parole. Mesdames et messieurs les commissaires, chers élus, nous vous remercions de nous accorder la parole aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Ozel et je suis conseiller en développement des projets innovateurs chez Nature Action Québec et je suis accompagné de mon collègue Charles Bergeron, qui lui est conseiller aux relations politiques et partenariales. Donc c'est avec fierté que nous exprimons ici le soutien de Nature Action Québec à la démarche entreprise par la CNM, visant à obtenir un statut de paysage humanisé pour les collines montérégiennes qui sont situées sur son territoire. Nous croyons fermement que cette désignation est l'outil idéal pour protéger le patrimoine naturel, culturel de ces collines, tout en soutenant le développement régional durable. Sa force réside en fait dans le fait qu'il permet aux parties prenantes de s'impliquer dans la conservation non seulement de leur milieu de vie, mais également de leur qualité de vie. Avant de continuer, en entrant dans le vif, juste ouvrir votre micro. Merci. Pardon. Donc, avant de poursuivre dans le vif du sujet, permettez-moi juste de prendre une petite minute pour se rappeler de quelle perspective on parle ici ce soir. NARC a quand même une expérience assez profonde dans la protection des collines montérégiennes, donc je pense que c'est utile de se le rappeler. On est surtout présent, en fait, même si on s'intéresse aux collines montérégiennes dans leur ensemble, dans tout le sud du Québec, on est surtout présent au Mont-Saint-Bruno, Yamaska et Rougemont. À chacun de ces endroits-là, donc, on est gestionnaire de terres sur lesquelles s'appliquent des servitudes de conservation, on y mène des actions qui s'appuient bien évidemment sur le dialogue avec les parties prenantes locales également. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'au Mont-Saint-Bruno, par exemple, on collabore étroitement avec la Fondation du Mont-Saint-Bruno, la CEPAC, les municipalités, les propriétaires privés. Au Mont-Yamaska, même chose. On y gère depuis 1994 un programme d'intendance privée appelé Sous mon aile. Et au Mont-Rougemont, on est en dialogue depuis 2003 avec l'Association du Mont-Rougemont. Et puis, au-delà de ces initiatives in situ avec les acteurs vraiment partie prenante de la protection des collines, ben c'est toute la connaissance accumulée depuis 40 ans maintenant auprès des représentants municipaux régionaux là, qui alimentent notre réflexion ici ce soir. Donc c'est vraiment cette connaissance et ce positionnement qui nous permet d'affirmer hors de tout doute que le paysage humanisé constitue bel et bien un outil de protection et de mise en valeur qui est parfaitement adapté aux montérégiennes. Du fait de sa flexibilité, ce statut permet d'élaborer et d'implanter des mesures de protection qui sont adaptées aux réalités locales. Et ça, je pense que c'est particulièrement important. En fait, sa mise en place va requérir une concertation avec les parties prenantes, qui ont fait un vecteur de sensibilisation sur toute la question des services écologiques qui sont rendus par ces collines montérégiennes. En mettant en valeur des modes locaux d'occupation harmonieux du territoire, ce statut valorise un équilibre durable entre le développement et la préservation du patrimoine naturel. C'est un avantage non négligeable que d'avoir un statut de paysage humanisé. Ça n'a rien d'une cloche de verre, comme on l'a dit. Ça ne freine pas le développement économique, mais ça va plutôt l'orienter en balisant le développement pour qu'il soit compatible avec la protection, mais aussi il assure la durabilité et l'adéquation des pratiques locales. Si on aborde ce projet sous l'angle de l'innovation sociale, le projet de paysage humanisé constitue ni plus ni moins un projet collectif, une invitation à la concertation pour imaginer, co-construire une vision de développement collectif et territorial durable. Donc l'avenue paysage humanisé correspond parfaitement à notre lecture des priorités pour assurer la résilience des paysages montérégiens et du Sud-Québec,
dans un contexte de changement climatique. Et nous encourageons la CNM à aller de l'avant. Maintenant, pour que ces démarches-là portent tous leurs fruits en termes de concertation, conservation, acceptabilité sociale, développement territorial durable, transition écologique, on a identifié 5 principes dont vous avez déjà pris connaissance dans le mémoire écrit. On va juste les résumer là, pour aller à la substantifique moelle. Donc, je vais commencer par 2 premiers principes qui fonctionnent bien ensemble. Celui de la connectivité écologique, qui est, selon nous, à mettre au cœur de ce projet, et la collaboration interrégionale. Donc, la connectivité écologique, je pense que je n'ai pas besoin de m'étendre trop sur le sujet, ça va de soi, je pense, on comprend bien pourquoi c'est important de concevoir une place pour la connectivité écologique, non seulement dans chacun des projets de paysage humanisé à l'échelle de chaque colline, mais entre les collines également. Donc, ça interpelle également le 2e principe, qui est celui de la collaboration interrégionale. Par exemple, dans le cas de la colline de Rougemont, là, ça devient intéressant parce que, selon nous, Rougemont, c'est pas 2 paysages humanisés qui existent dans 2 régions limitrophes. C'est un seul paysage avec ses dimensions humaines et naturelles qui s'adonne à être traversé par une frontière administrative, mais ce serait intéressant de concevoir le projet pour Rougemont comme un tout. Et également, ce principe de la collaboration interrégionale, c'est également poser les jalons pour que les apprentissages qu'on va faire au fur et à mesure de l'avancement de ce projet-là, centré sur la CMN, servent et qu'on puisse en tirer un transfert de connaissances pour les autres organismes qui s'attachent aux autres collines hors CMN. Il faut s'assurer de diffuser une information claire et accessible. Le statut de paysage humanisé est encore très mal compris au Québec. Une information détaillée sur les implications du statut, les critères d'inclusion, le rôle des parties prenantes est essentiel pour dissiper la confusion, rassurer les élus, les propriétaires fonciers, les citoyens. Au-delà de l'information, de la sensibilisation, il faut déployer des initiatives locales de concertation et de co-création. Et on insiste beaucoup sur la co-création. L'acceptabilité sociale est un facteur clé de succès qu'il faut co-construire. Je pense qu'on est passé à un autre stade. On ne cherche pas simplement de l'acceptabilité, il faut la co-construire. Nous devons encourager la participation active des communautés locales tout au long du processus en créant des espaces de dialogue pour assembler les éléments qui vont constituer plus tard une vision partagée du futur des Montérégiens. Le 5e et dernier principe, et c'est là-dessus qu'on va conclure, c'est de diffuser une information claire également sur l'harmonisation entre le statut de paysage humanisé et d'autres mesures de conservation. On a entendu quand même qu'il y a certains organismes citoyens ou des organismes de conservation qui s'inquiètent, en fait, et qui, devant une absence d'information uniforme sur le sujet, se questionnent à savoir s'ils vont de l'avant avec un appui au projet de paysage humanisé, est-ce qu'ils se bloquent d'autres options de conservation, d'autres programmes de conservation. Donc, il y a ce type d'information-là qui est vraiment crucial pour les organismes. Donc, pour conclure, merci de votre attention. On aimerait réitérer, en fait, notre appui à la démarche en cours et la réitérer de vive voix ici, devant vous, mais également par nos actions. N'hésitez pas à nous interpeller si on peut être une quelconque aide, justement, sur les initiatives de concertation au cours des prochains mois. Merci. Merci beaucoup. Merci. Dans votre mémoire, vous faites allusion au génie local que le projet permettrait de faire rayonner le génie local. Et vous parlez d'innovation. Alors justement, comme vous le disiez à la fin de votre intervention, vous voulez nous aider dans le processus. Alors je me demandais si vous connaissez des exemples, des modèles, des programmes qui pourraient nous aider à justement aller chercher un consensus. Parce que tout à l'heure, on entendait un peu des producteurs agricoles qu'on oppose production agricole et protection de la nature, mais en fait, peut-être ça ne devrait pas. Alors comment faire? Est-ce que vous avez
des idées, Je me lance du complet. des programmes novateurs dans ce sens-là? Oui, certainement. Donc, effectivement, je pense qu'il y a vraiment lieu et il faudra dépasser cette mise en opposition, puisque, comme ça a été mentionné par la dame qui représente l'UPA ici ce soir, les pratiques agricoles sont contributives à la biodiversité qui font la richesse de ces paysages qu'on cherche à mettre en valeur. Donc, il y aura certainement un travail de recherche à faire sur les pratiques agricoles, sur les modes d'occupation du territoire agricole, les modes d'exploitation qui sont le plus compatibles, mais selon une spatialisation. Le terme spatialisation a été mentionné également. Où quelle pratique a le plus sa place selon les endroits où il y a peut-être une protection plus ferme à établir à quelque part, une protection qui admet plus d'activité humaine ailleurs. Et des expertises en recherche sont intéressantes aussi. Il y a la chaire en paysage et environnement de l'Université de Montréal qui peut être mise à profit à ce sujet-là, et nos expertises maison. Et là-dessus, je vais passer le flambeau à mon collègue. Je pense qu'il faut clairement sortir de la dualité. La première dualité, c'est le fait d'opposer la conservation avec l'économie. Et puis là, la seconde, c'est de penser qu'il y a une opposition entre l'agriculture et la conservation. Je pense qu'au niveau de l'aménagement du territoire, on doit avoir une réflexion. Et puis il y a une place pour les deux. Certaines places peuvent être conservées, d'autres mises en valeur par de l'agriculture ou d'autres modes d'utilisation du territoire. Et puis c'est tout à fait compatible. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour notre dernière intervention de la soirée, j'invite le représentant de la SNAP à s'exprimer aussi. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Je suis chargé de projet de la SNAP. Donc, je dirais que le désavantage des passants derniers, c'est que l'avantage, c'est que j'ai entendu plein de belles présentations. Le désavantage, c'est que la plupart de mes points ont été dits. Alors, malheureusement. Nous, à la SNAP Québec, on est une OBNL dédiée à la protection de la nature, principalement en territoire public. On est aussi intéressé parfois en territoire privé. On veille aussi à la bonne gestion des aires protégées. On travaille avec les gouvernements, les Premières Nations, les Inuits, les acteurs de l'industrie et les communautés locales. Et nous visons l'atteinte de 30% en milieu terrestre et en milieu marin, respectant les standards internationaux. Donc, tout ça étant dit, on appuie effectivement ce projet. Les documents étaient vraiment bien détaillés. On a apprécié de le lire. Je pense que vous avez démontré plusieurs éléments qui étaient pour nous très importants, notamment les gains pour les milieux naturels et la biodiversité. Le paysage humanisé est un outil qu'on pense très, très utile à développer au Québec, notamment pour le sud du Québec. Donc, avoir des cas d'exemple, des zones d'apprentissage, c'est nécessaire. On a célébré le statut pour les bizarres, en reconnaissant évidemment les défis dans la création de la temporalité. On a reconnu aussi que c'était un gain en superficie considérable, que ça améliorait la connectivité régionale et que ça pérennisait des activités agricoles durables et bénéfiques pour la biodiversité. Où je vais aller directement, ça va être ici. Donc, pour nous, il y a quelques gains clairs en fait, de ce projet-ci. Tout d'abord, on soulève que la mise en place d'un paysage humanisé, je pense qu'on l'a bien exprimé aujourd'hui, c'est un exercice complexe qui mobilise différents paliers de gouvernement. Donc, le document et la proposition démontrent vraiment le leadership municipal. On appuie le fait que la CNM soit le gestionnaire de ce projet-là. Je pense que ça a beaucoup de sens. C'est un projet qui peut vraiment protéger la biodiversité au sud du Québec, qui augmente significativement la superficie de pouvoir protéger, qui contribue à la connectivité locale métropolitaine, qui met en valeur, comme on l'a dit, des paysages emblématiques, qui mobilise une diversité de parties prenantes et contribue, comme je le disais, au développement de la catégorie 5 au Québec. Encore une fois, on veut des cas d'exemple, donc on est très content que cette proposition-là soit arrivée sur nos bureaux. On a 3 orientations qui vont un peu dans le sens plus de bonification de la proposition, du moins on a dit des pistes d'amélioration, c'est peut-être un peu prétentieux, mais essentiellement, c'est pas exclu d'un point de vue. Donc, on veut vraiment que les noyaux de biodiversité soient consolidés. Nous, c'est notre pain de base, c'est vraiment nos objectifs stratégiques prioritaires. Donc, on veut que les objectifs de conservation soient vraiment mis avant et prioritaires sur tous les autres, sur tous les objectifs spécifiques 1.2, 1.3, 1.4. Donc, faire la promotion des initiatives de conservation volontaire, ça va un peu dans l'idée
de ce qui était dit avec Construction Québec, maintenir une diversité d'habitat, améliorer la connectivité, préserver la canopée, maintenir l'intégrité des réseaux hydriques et des milieux humides, et j'ai oublié 1.7, protéger les espèces animales et végétales de statut précaire. On veut aussi, ça a été mentionné, mais effectivement, consolider le noyau de Rougemont. Je comprends que ça va pour l'instant en dehors des pouvoirs de la CNM, mais c'est une opportunité de, encore une fois, démontrer la validité de la démarche et sa faisabilité. Donc, c'est super important. Encadrer, notre deuxième orientation, c'est encadrer et améliorer les pratiques agricoles. On en a parlé. On serait curieux de savoir quels sont les critères concrets qui font choisir certains lots par rapport à d'autres. Idéalement, vous que ces critères-là démontrent un gain pour la biodiversité, pas seulement un gain en qualité paysagère, quoique si c'est dans une situation disons, minoritaire, on pourrait le recevoir. Donc, on veut que les critères soient précis, démontrés, qu'on puisse en faire le suivi. Et finalement, comme c'était mentionné par le CRE Montréal, là, on se demandait où était la place des Premières Nations concernées dans cette démarche-là. Encore une fois, on sait qu'il y a un plan de conservation qui s'en vient, on se doute que la démarche suit son cours et aussi qu'il y a peut-être des éléments qu'on ne sait point, mais on serait très intéressé de voir que ça soit visibilisé, que ça devienne une opportunité de collaboration, évidemment, si les Premières Nations concernées sont intéressées. Donc, on parle d'ouvrir un dialogue, en gros. Je vais être très bref. Finalement, ben, pour nous, c'est sûr que ça a été mentionné encore ce soir, l'enjeu, c'est définitivement la mise en œuvre. On a vu que c'est des projets d'envergure multiniveau extrêmement complexes à mener. Donc, il y a plusieurs solutions qui ont déjà été mentionnées, une communication efficace à plusieurs paliers, autant pour sécuriser du financement qui est durable que de la mobilisation citoyenne, puis finalement, l'acceptabilité sociale. Peut-être une approche par étapes, peut-être aller chercher des gains progressifs pour les différents territoires. Chaque territoire a ses contraintes précises. Ça peut être une idée de démontrer la validité du projet en ajoutant progressivement des zones, tout en gardant le master plan en arrière de la tête ou dans le viseur. Et finalement, impliquer régulièrement les élus locaux. Ça, c'est sûr qu'on l'a vu avec une envie de faire de la mobilisation pour l'appel à projet. Mais on vient de faire de la mobilisation pour l'appel à projet en territoire public. Puis on voit qu'il peut y avoir évidemment peut-être des frictions entre les envies politiques de l'administration changeante aux 4 ans et finalement les projets qui sont portés par les équipes elles-mêmes. Donc on pense que c'est assurément quelque chose qui doit être fait de manière régulière et entretenir une relation bénéfique et proactive sur cet aspect-là. Et finalement, comme on l'a vu ce soir, impliquer le plus de groupes de citoyens possible. Alors voilà, je vais m'arrêter. L'avantage de passer en dernier, c'est que d'autres choses ont été données, donc il y a plus de temps pour des questions. Je vais y aller avec une première. Les collègues, vous me direz si vous en avez d'autres. Vous avez mentionné que la SNAP Québec travaille régulièrement avec des communautés autochtones. Est-ce qu'il y a des exemples de démarches de conservation impliquant des Premières Nations qui pourraient inspirer la démarche en cours je pense notamment en termes de mécanismes de gouvernance, de mobilisation et autres? Je ne vais pas trop avancer parce que c'est l'expertise d'une autre de mes collègues à la direction. Mais nos expériences avec les communautés autochtones sont surtout en territoire public. Donc, identification de territoire d'intérêt, démarche de mobilisation avec les communautés, peut-être identification d'un sens, d'une valeur culturelle, puis après une diffusion de celle-ci, puis une influence du politique à partir de ça. Dans le cas qui nous concerne, on sait que la nation Wabanaki a exprimé un intérêt pour le Mont-Saint-Hilaire comme lieu, un intérêt, et je vous le dis en toute réserve, je pense que c'est évidemment confirmé avec la communauté et la nation elle-même, mais ça peut être une approche, un dialogue de l'établir. Parfait, merci. Vous avez réalisé en fait des travaux souvent sur les indicateurs associés aux aires protégées. Quels seraient selon vous en fait les indicateurs clés pour évaluer l'impact du statut de paysage humanisé sur le territoire de CNM? Il faudrait retourner dans les travaux de mes collègues, mais je vous dirais que c'est sûr, pour nous, avant tout, c'est la conservation du territoire et de la biodiversité. Donc, avec le paysage humanisé, la multiplicité des usages, c'est sûr qu'on voit, on a une certaine crainte par rapport au type d'activité qui pourrait simplement être comptabilisé au registre des aires protégées sans être bénéfique pour la biodiversité ou sans protéger un milieu naturel de valeur. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup. Merci, M. le Président.
Dans votre mémoire, vous faites quand même référence dans vos recommandations sur les questions agricoles, sur la justification d'inclure chaque lot agricole dans le paysage humanisé. Juste pour être bien certain, pour bien comprendre votre intention, vous soulevez quand même qu'il y a des projets d'agriculture déjà existants qui sont axés beaucoup sur la monoculture. Est-ce que j'en comprends que votre positionnement est favorable à une lente transformation des pratiques agricoles basées sur la monoculture? Est-ce que j'ai oublié? Peut-être j'ai mal compris aussi votre mémoire. On en a juste pour bien comprendre votre posture sur la pérennité ou la transformation des zones agricoles actuelles ciblées par le territoire de paysage humanisé. Mais on reconnaît tout d'abord qu'il y a des activités agricoles qui sont bénéfiques pour la biodiversité, qui sont compatibles avec des objectifs internationaux, des standards internationaux. C'est juste qu'en regardant le plan de certaines zones, je pense notamment au Mont-Saint-Hilaire, on voyait qu'il y avait des pratiques de monoculture, probablement industrielles, puis on se demandait pourquoi, où était le gain en biodiversité de l'inclusion de ces lots-là. Il y en a d'autres sur le même projet, ou ce projet de Mont-Saint-Bruno, où il y a des vergers, puis donc des pollinisateurs, donc une biodiversité agricole qu'on reconnaît et qu'on célèbre. Par contre, il y avait d'autres lots où on se demandait quel était l'argument qui justifiait l'inclusion de ces lots-là dans la délimitation. Après, évidemment, on sait aussi que c'est relativement minoritaire sur les cartes, mais c'est sûr, pour nous, c'est un enjeu, surtout dans la perspective d'une comptabilisation au registre des aires protégées. Merci. Merci beaucoup. Merci. Écoutez, je pense qu'on a terminé l'ensemble des présentations de mémoire et on dispose d'une période de 15 minutes s'il y avait des questions dans la salle. Tout le monde est disponible pour tenter d'y répondre le mieux possible. Oui, le but, c'est de s'avancer au micro si on veut vous entendre. Je vais partir, c'est un 10 minutes, là, puis je repartirai jusqu'à moitié parce que je ne sais pas comment faire 15 minutes. Voilà, simplement. Bonjour, mon nom est Catherine Marie. Je suis une citoyenne volontaire, bénévole, qui fait partie de plusieurs groupes de protection de l'environnement, dont la coalition verte, les Mères au front, et tout ça, qui pourraient être d'ailleurs des porteurs de ces projets. Les Mères au front sont un groupe quand même assez bien organisé, qui pourrait diffuser ou être même convoqué pour des plans de consultation. Mais en fait, j'aimerais, je m'intéresse beaucoup à ce que fait la communauté métropolitaine de Montréal en protection des milieux naturels. Je suis biologiste de formation et j'essaie toujours de placer ça dans la perspective des objectifs de la COP 15 et donc, de ramener ça, ramener ce qu'on fait présentement en paysage humanisé dans le contexte de ces objectifs-là. Et je vais m'en prendre juste 2, parce qu'il y en a quand même 23. Mais je vois que la CNM s'est engagée dans l'atteinte de l'objectif de la cible 2, donc 30% de milieux naturels protégés. C'est sûr qu'on n'est pas en milieu marin, donc ça compte pas. Mais j'ai eu l'occasion de poser la question au professeur Jérôme Duprat à son retour de la COP 16. Et je lui ai dit, écoute, moi, quand j'ai l'objectif 2 de 30%, j'ai pas l'impression que c'est bien compris. Puis en fait, il m'a confirmé que quand on parle de 30% en milieu terrestre, c'est 30% des milieux aquatiques terrestres et 30% du milieu terrestre non aquatique. Alors, quand la CNM adopte sa cible de 30%, on est déjà en dilution, beaucoup, des objectifs de la COP 15. Et j'étais contente que c'est le professeur Duprat qui me le confirme, parce que de moi-même, je n'aurais pas osé venir vous dire ça ici. La deuxième chose, c'est la cible de restauration de 30%. J'ai participé aux consultations publiques sur la révision du PMAD et bien que le PMAD mentionne beaucoup l'importance de la restauration écologique,
elle n'a pas adopté encore officiellement la cible 3 de la COP 15, qui est le 30% de restauration des milieux dégradés. Et c'est un exercice complexe de déterminer, mais qu'est-ce qu'on va restaurer? Qu'est-ce que les milieux dégradés? Où peut-on agir ici sur un territoire de la CMM mouvement? Il me semble qu'il y a beaucoup de choses qui sont dégradées. Quelles seraient nos priorités et où on va aller chercher un 30%? Donc, ça serait intéressant. Les paysages humanisés peuvent certainement contribuer à la restauration. Je pense que ça serait des endroits assez prioritaires. Ensuite, je voudrais mentionner aussi... Est-ce que vous avez une question? Oui, ça s'en vient ma question. C'est parce que le contexte est important. Vous voyez que le contexte est important? Parce que la cible de 30% de la CMM, de milieux naturels protégés, elle est composée, en fait, et on mélange, et on ne devrait pas, mais les milieux hydriques et les milieux terrestres. Et actuellement, sur les territoires de la CMM protège, mais en fait, c'est le gouvernement fédéral qui protège 68% des milieux hydriques. Et c'est majoritairement, ce qui est protégé dans la CMM, c'est le fleuve Saint-Laurent, les eaux libres, parce que c'est pas en danger de... Oui. Et ensuite, ma crainte, c'est que les paysages humanisés servent à gonfler les chiffres de conservation en protégeant des terres agricoles où peut-être au final, on va continuer de faire des monocultures, alors que sur le territoire de la CMM, il reste encore 23,6% de milieux terrestres qui n'ont pas de statut de protection. En fait, un vrai statut de protection officiel est sur 2%. Alors moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. En fait, ça nous mène où par rapport à une véritable consultation, à de véritables gains en matière de conservation des vrais milieux naturels et de la restauration. Alors, c'est ça ma question. C'est ça avec la longueur. Bien, commissaire, donc je rappelle qu'on a 15 minutes pour l'ensemble des questions. Oui. L'esprit de concision demandé. Interaction, question de le point que vous soulevez à l'égard de la restauration est une question qui demeure pleine et entière. Je pense que je vous ai entendu également lors des consultations sur le PMAD et autres. Donc, oui, c'est difficile, ça coûte très cher et le résultat est souvent modeste. Donc, je crois que l'initiative de ce soir va vraiment dans le sens d'une conservation accrue, parce que c'est ce qui est le plus efficient en ce moment de le faire. Et oui, le paysage humanisé aura peut-être un impact qui est modeste pour les milieux terrestres, puis il reste beaucoup de chantiers à entreprendre. J'entends bien votre question, puis on en discutera. C'est une préoccupation à la fois personnelle et municipale que je porte sur votre commentaire. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on vous demanderait d'ouvrir votre micro. Marilyn, d'Éco-Corridor Laurentienne, devait être ici ce soir, mais ne peut pas, et elle devait aborder le point des claims miniers. Je sais qu'autour des collines d'Oka, on a cette problématique-là, cette réalité-là, en fait, et je voudrais savoir comment est-ce que la conservation du territoire, par le paysage humanisé, gère les claims miniers. J'ai utilisé mon miroir. Pas ricochet. Vous comprenez? Attends, une réponse dans la salle. Parfait. Oui, bonjour. C'est une excellente question. Le paysage humanisé, c'est une aire protégée, là, même si c'est une aire protégée qui est plus flexible, ça reste un territoire qui doit respecter les lignes directrices de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Du côté du claim minier, ça ne doit pas être retiré pour faire partie du paysage humanisé. Donc, on devra s'assurer d'avoir une délimitation qui exclut les droits miniers, parce que c'est considéré comme une activité incompatible avec la conservation de la biodiversité. D'accord. Donc,
c'est quelque chose que les Clairviniers vont vraiment être tenus en compte dans le... Absolument. Un grand merci. Merci pour la question et la réponse. Je vois du non-verbal. Est-ce que ça veut dire des questions? En fait, on va vous inviter à venir au micro parce qu'on enregistre. Donc, on ne vous entendrait pas. C'était pour répondre à ma Écoutez, là-dessus, à moins qu'il y ait d'autres questions, je rappelle que je ne savais pas comment faire 15 minutes, fait qu'il nous reste quelques minutes en plus. Autrement, je vous remercie infiniment pour vos interventions. Je remercie l'ensemble des commissaires. Et puis, est-ce qu'il y avait un mot de fermeture de ton côté? Un petit mot. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour votre présence et votre contribution à nos importantes réflexions ce soir. Vous avez apporté beaucoup d'eau au moulin. Donc, je rappelle qu'au courant des prochains mois, la Commission de l'environnement et de la transition écologique va produire un rapport de consultation. L'équipe de la CNM va intégrer au projet les préoccupations qui sont relatées à cette première étape de consultation. Et une fois que ce travail-là va être effectué, on va faire une demande de reconnaissance de paysage humanisé au ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la Fonds des parcs, qui va analyser la demande et procéder aux consultations interministérielles, ainsi qu'auprès des communautés autochtones concernées. Et on va espérer cet avis d'admissibilité de la part du gouvernement et à nouveau la CMM va faire appel à vous pour préparer collectivement un plan de conservation. On a parlé de co-construction, collaboration ce soir, donc on va encore faire appel à vous quand on sera rendu à l'étape du plan de conservation qui va vraiment mettre en œuvre la vision et les orientations du paysage humanisé. Alors voilà, c'est ce qui clôt la première séance de consultation. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une très belle fin de soirée. Merci beaucoup.